Bonjour à tous. Alors du coup, je vais vous parler de proxy résidentiel aujourd'hui et de bots. Alors, petite introduction. Qu'est-ce qu'un bot? En gros, c'est un programme informatique qui permet d'automatiser différents types d'actions sur le web. Ça peut être à des fins positives. Par exemple, la plupart des sites sont contents que Googlebot vienne indexer leur contenu pour le rendre cherchable et disponible à beaucoup d'utilisateurs et de clients potentiels. Mais ça peut aussi être à des fins négatives, par exemple pour automatiser des attaques DDoS, le vol de comptes, etc. Quand on fait un bot, il y a plein de manières d'en faire, mais bon, globalement, on peut soit faire un bot en utilisant un client HTTP, Python, Node.js, etc. Faire des requêtes HTTP sur le site, sur les API, pour automatiser ce qu'on veut faire. Ou utiliser des navigateurs automatisés, style Puppeteer, Headless Chrome, avec des frameworks comme Puppeteer, Selenium, etc. C'est une histoire de compromis, de compétences, de préférences. Selon la technologie utilisée, ça va nécessiter plus ou moins de ressources en termes d'exécution sur les serveurs. Et les bots seront plus ou moins faciles à détecter parce qu'ils auront potentiellement des signatures, des effets de bord plus ou moins réalistes et consistant avec ce qu'aurait un utilisateur humain. Brièvement, comment on peut détecter des bots? On a différentes catégories de signaux. Ça peut être des signatures, des fingerprints, donc collectés dans le navigateur, par exemple avec du JavaScript, collectés sur le serveur avec les headers HTTP, les fingerprints TLS, etc. Ça peut être différents types de réputations. Est-ce que l'IP est data center? Est-ce qu'elle fait partie d'un fournisseur d'Internet classique, etc. L'analyse comportementale, donc les séquences de requêtes, la manière de bouger la souris, d'interagir avec le site. Et après, tout ce qui va être contextuel, donc à quel moment l'utilisateur fait des requêtes, de quel pays, est-ce que sa langue est cohérente avec le pays et le site ciblé, etc. Donc l'idée, c'est de manière générale de combiner cet ensemble de signaux pour bloquer ou pas la requête. Pourquoi je vais vous parler de proxy aujourd'hui? Pourquoi c'est pertinent et important quand on veut détecter des bots? En fait, à un moment donné, si un attaquant veut faire une grosse attaque, veut essayer de voler des millions de comptes, veut faire une attaque DDoS, il ne peut pas le faire depuis une seule adresse IP. Demain, quelqu'un attaque votre site ou votre appli mobile en faisant 2000 requêtes par IP, je veux dire, c'est pas très compliqué de bloquer l'attaque en faisant du rate limiting. Assez simplement, l'attaque va être bloquée, il n'y aura aucun dommage de fait. Du coup, qu'est-ce qu'ils font les attaquants? Ils vont distribuer leurs attaques sur plein d'adresses IP. Ils vont utiliser plein d'adresses IP de différents types pour donner l'illusion en fait, que l'attaque, en fait, c'est un ensemble de requêtes qui viendraient de différents appareils, de différents pays, de différentes adresses IP. Et donc, typiquement, en gros, pour distribuer ces requêtes, ils vont passer par des proxys, alors soit obtenus de manière légale ou via des appareils infectés. Bon, la finalité est la même. Mais typiquement, distribuer leur attaque par des proxys, ça leur permet d'éviter tout ce qui est rate limiting. Comme ça, du coup, s'ils ont 1000 requêtes à faire sur 1000 IP, chaque IP fait une requête. Voilà, tout ce qui est rate limiting ne marche pas. Distribuer les requêtes via des proxys résidentiels, donc des IP qui appartiennent par exemple à Orange, à Free, à SFR, ça permet de contourner tout ce qui est système de réputation un peu basique qui va être plus agressif avec des IP data center, type Amazon, type OVH, etc. Parce que souvent, on a plutôt un a priori négatif. Alors même s'il peut y avoir des êtres humains dessus via des VPN, mais voilà, on peut se dire qu'on peut être un peu plus agressif. Et en fait, si on prend des proxys résidentiels situés dans le même pays que le site qu'on attaque, ou que l'appli qu'on attaque, typiquement, on veut attaquer un site français, on va prendre des IP Free, Orange, SFR, tout de suite, on peut plus se permettre d'être plus agressif avec une IP parce qu'elle est étrangère et parce qu'en plus de ça, elle est data center. Parce qu'en fait, une IP Orange ou une IP Free, c'est la même IP que vos utilisateurs vont utiliser pour se connecter à votre site. Donc il n'y a plus grand-chose de suspect, en tout cas sur le critère adresse IP. Donc du coup, c'est assez important de pouvoir se dire si oui ou non, en fait, une adresse IP, elle a été utilisée récemment comme un proxy ou pas. Et donc, bon, alors, chez Datadome, on surveille pas mal les services de proxy, etc. Mais l'année dernière, on a fait une étude un peu plus long terme où pendant 11 mois, on a stocké un peu plus d'informations sur les adresses IP, sur les fournisseurs de proxy, sur les bots as a service. On a voulu estimer un peu différentes métriques. Par exemple, est-ce qu'il y avait de l'overlap entre les différents fournisseurs de proxy, combien de temps une IP restait infectée,
quel fournisseur Internet était plus ou moins impacté. Voilà. Donc, dans notre petite étude, on a 5 fournisseurs de proxy. Donc, c'est des entreprises, voilà, vous pouvez voilà, souscrire et faire transiter vos requêtes via des serveurs qui font partie de leur pool de proxy ou des bots as a service. Donc, ce qu'on appelle bot as a service, en fait, c'est des services sous forme d'API où, en gros, vous leur donnez une URL que vous voulez cibler et ils vont vous faire une requête bot avec des headers HTTP, des fingerprints propres, la rotation d'adresse IP, etc. Ils font tout le travail pour vous. On l'a souscrit à différents types de services, on fait plein de requêtes, on observe ce qui se passe, on tag discrètement les requêtes, voilà, pour savoir que c'est les nôtres. Et on peut, voilà, on sait, comme c'est nous qui avons fait la requête, on est assez confiant et on sait que l'adresse IP à tel instant a été utilisée pour router du trafic. Donc on l'a fait de manière active, voilà, on fait passer nos propres requêtes à travers ces services. Et il y a des services qui sont un peu plus chiants, qui vérifient les identités, etc. Donc là, on a essayé de trouver des signatures assez uniques où on pouvait identifier une partie de leur bot, en sachant que c'était vraiment leur bot et pas n'importe quel bot. Et du coup, ça nous a permis de suivre un peu l'activité chez nos clients dans le temps. Donc, en 11 mois, on a récolté environ 30 millions d'adresses IP distinctes appartenant à ces proxys. Donc pour pendant 11 mois, donc ça représentait un peu plus de 350 000 traces de proxy, dans le sens où plusieurs fois en fait, on a fait des requêtes qui sont ressorties par les mêmes adresses IP. Donc ça nous permet de tracer dans le temps que certaines IP restent dans le réseau. Voilà. Et au total, 29 946 000 adresses IP distinctes. Donc là, c'est l'évolution dans le temps des différents providers, donc proxy, bot as a service, sachant qu'il y a des services qui sont à la fois des services de proxy, qui sont aussi devenus des services de bot as a service. Voilà, c'est un milieu qui évolue assez rapidement. Voilà, donc certains sont arrivés dès le début de l'expérimentation, d'autres sont arrivés au fur et à mesure. Voilà. Et donc, quelques petites trouvailles. Alors, au bout de ces 11 mois, ce qu'on a pu voir, c'est quel autonomous system, quel fournisseur d'accès Internet en fait, avait le plus d'IP qui faisait partie de ces réseaux de proxy résidentiels. Donc, par exemple, on a Turk Telecom avec plus de 848 000 IP, où un instant T, en fait, on a été capable nous-mêmes de router du trafic. Alors, chez Datadog, on voit beaucoup plus d'IP qui sont proxy, mais là, c'est vraiment, on va dire, une vérité absolue, dans le sens où c'est nous-mêmes qui avons routé du trafic. Donc, on peut voir ça comme une sorte de borne inférieure, mais en tout cas, voilà, chez Turk Telecom, on a été capable de router du trafic bot à travers plus de 840 000 requêtes adresses IP. Uninet, donc Telmex en fait au Mexique, plus de 740 000 IP, et des fournisseurs assez connus, par exemple comme Comcast, qui est assez populaire aux États-Unis, où on a pu faire transiter des requêtes à travers plus de 650 000 IP. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même tous les gros fournisseurs Internet en fait partout sur Terre sont impactés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la manière dont ces fournisseurs de proxy résidentiels obtiennent des proxys, c'est soit en installant des SDK dans des applications mobiles qui servent en fait à monétiser l'application mobile en plus de la pub, soit parfois avec des moyens un peu plus discutables, style malware, etc. Alors ils ne vont pas acheter directement un malware, mais de fil en aiguille avec des revendeurs, on peut se retrouver à router du trafic à travers des appareils infectés. Et ce qui est assez intéressant, c'est en fait, si on prend Comcast, on se rend compte que sur certains... à la louche, ils ont environ 20 000 IP résidentiels, 20 millions d'IP résidentiels. Et en fait, en dépensant très peu d'argent, parce que là, ce que je vous dis, c'est on n'a pas cherché à maximiser la couverture non plus, parce qu'en fait, on arrive à détecter pas mal de proxys de manière passive en utilisant du machine learning, comme je le présenterai après. Mais là, vraiment, en routant nous-mêmes du trafic à travers certaines IP, en fait, on a réussi à faire passer des requêtes à travers plus de 3% des IP résidentiels de Comcast, ce qui est quand même significatif. Ça montre à quel point, à un instant T, des IP de ces gros fournisseurs sont infectés. Et chez Turk Telecom, c'est encore pire. On était à plus de 11% des IP de leur pool d'IP à travers lesquels on a pu passer nos propres requêtes. Tous les pays sont concernés. Alors en plus, on a peut-être eu un biais dans la manière dont on énumérait les adresses IP, ça dépend probablement des fournisseurs de proxy, mais voilà, ce qu'on voit, c'est que sur cette carte, en fait, à peu près partout sur Terre, il y a des IP infectés. On en trouve encore plus aux États-Unis. Forcément, ils ont un gros pool d'adresses IP. Voilà.
mais en tout cas tous les pays sur Terre, que ce soit Europe, États-Unis, Asie. C'est-à-dire qu'un attaquant demain décide de cibler un site en Allemagne, ce sera très facile pour lui de trouver un pool d'adresses IP résidentielles appartenant à Deutsche Telekom, etc., pour faire croire que le trafic vient d'utilisateurs légitimes allemands. Voilà, donc plus de 3 millions aux États-Unis, 2 millions à peu près en Grande-Bretagne, etc. Donc c'est vraiment des gros pools d'adresses IP. Donc quand on va sur les sites de proxy résidentiels et qu'ils annoncent des gros chiffres, c'est pas juste du marketing. Ils ont vraiment des gros pools d'adresses IP. Il y a beaucoup de gens qui ont des devices infectés. On a voulu regarder un peu l'overlap, l'intersection en fait entre ces différents services, parce qu'ils prétendent tous avoir le plus gros pool d'adresses IP, les meilleurs IP, les plus propres, voilà. Bon, ce qu'on a vu quand même, c'est qu'il y a pas mal de fournisseurs de proxy ou de bots as a service qui ont beaucoup d'overlap en fait. En gros, donc on voit pas mal de bots as a service. Par exemple, si on compare le proxy network et bot as a service C, donc celui-là, avec le bot as a service D. Bon, je les nomme pas parce qu'on essaye de garder nos comptes sur leur plateforme, mais en gros, là, on voit que certains services ont 30% de leurs IP qui appartiennent également à l'autre plateforme. Donc il y a pas mal d'overlap. Souvent, en fait, il y a très peu de fournisseurs de proxy qui sourcent eux-mêmes leurs adresses IP. Il y a quelques gros fournisseurs, style Oxylab, style Bright Data, qui ont des SDK qu'ils installent, qu'ils essayent de faire installer par des gens qui ont des applications mobiles, qui ont des extensions de navigateur. Mais la plupart sont des revendeurs de revendeurs. On a même vu certains bots as a service, en fait, où quand on active l'option ultra premium, qui coûte 50 fois plus cher, et ben en fait, qui route son trafic à travers un gros fournisseur de proxy résidentiel. C'est-à-dire que si c'est trop compliqué, finalement, vous nous payez plus cher et on route les requêtes vers un fournisseur assez connu, qui lui, du coup, a un peu plus de bande passante, probablement pour faire de la R&D. Donc en fait, voilà, tout est assez relié, donc voilà, si à un moment vous voulez faire un peu de l'énumération d'IP pour des raisons X ou Y, vous n'avez pas forcément besoin de souscrire à tous les services. Vous pouvez en prendre quelques-uns et en fait vous couvrirez une grosse partie probablement du pool d'adresses IP. Donc la manière active, on va dire énumérer, enfin souscrire à des services, faire plein de requêtes, bon c'est faisable. Après ça coûte de l'argent quand même, il faut essayer de rester discret parce que ils surveillent un peu quand même ce qu'on fait avec leurs adresses IP. On a déjà discuté avec d'autres chercheurs qui nous ont dit qu'ils se sont fait bannir. Alors nous, on a la chance, on peut se servir de nos clients. Certains sont d'accord pour qu'on fasse des requêtes chez eux. Donc c'est un peu plus discret de faire des requêtes vers un vrai site que vers un site un peu fictif. Mais bon, ça coûte de l'argent et au bout d'un moment, voilà, on risque de se faire remarquer. Donc ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est comme on protège plusieurs centaines de sites et d'applications mobiles, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas détecter de manière passive en fait, tout le trafic qu'on reçoit? Est-ce qu'on ne pourrait pas observer si le trafic qui sort de certaines adresses IP n'a pas un pattern un peu anormal et on pourrait dire qu'il viendrait de proxy résidentiel ou de proxy tout court de manière générale. Donc du coup, on a fait du machine learning. Alors on va faire un petit tuto machine learning, vous allez voir c'est assez simple. En fait, le principe c'est voilà, on a un jeu de données. On veut identifier si une adresse IP a été récemment utilisée comme un proxy ou pas. Alors qu'on ne sait pas si la requête en elle-même vient d'un proxy, mais on veut savoir si à un instant T, en tout cas, une adresse IP sert à router du trafic de proxy. Donc on a deux classes. L'IP sert à router du trafic en tant que proxy ou non. Donc on a utilisé quelques features, hein, rien de bien sorcier en fait. En fait, quand on regardait le trafic qui venait de nos propres, des IP à travers lesquels nos requêtes sortaient, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui sortait, qui clochait. Il n'y avait pas besoin d'être un expert. On voyait bien, par exemple, qu'en fait, les IP faisaient des requêtes sur plein de sites qu'on protégeait, qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, y compris sur différents continents, voilà, donc dans différents pays. Qu'elles avaient des sessions. Alors nous, voilà, on a un cookie de session qui nous sert à faire de la détection comportementale et à chaque fois, elles arrivaient sans cookies ou beaucoup de cookies différents. Elles avaient des fingerprints très différents, beaucoup d'user agents, beaucoup de langues différentes. En fait, en gros, la raison, c'est que les gens qui font des bots, ils ne se concertent pas entre eux. Chacun fait son bot, a sa stratégie pour ne pas se faire détecter. Donc il y en a un qui va mentir en utilisant une langue d'un pays parce qu'il cible un site allemand, donc il va plutôt faire croire qu'il a une langue allemande. Quelqu'un d'autre va utiliser un navigateur, il va faire croire qu'il utilise le dernier Chrome, etc. Et en fait, si on regarde du trafic qui sort d'une adresse IP, même partagée par des humains, versus une adresse IP qui est très partagée par des bots, en fait,
Les êtres humains, ils vont souvent avoir le dernier Chrome sous Windows ou le dernier Safari sur iOS, mais il n'y a pas une telle hétérogénéité en fait, de trafic. C'est assez flagrant. Pour un œil humain et avec du machine learning, c'est pas très compliqué en fait, de comprendre ce qui sépare en fait, le trafic de ces deux types d'IP. Donc, du coup, on a créé quelques features. Donc voilà, le nombre de requêtes sortant de l'IP sur un intervalle de temps donné, le nombre distinct de sites en fait, appartenant à nos clients qui ont été ciblés par ces adresses IP, les user agents distincts, les accept language et le nombre de sessions au sens cookie de session. Donc rien de bien sorcier. Et on a entraîné un modèle de machine learning avec CatBoost, donc il y a une librairie en fait, qui permet de faire de l'apprentissage supervisé. Pourquoi CatBoost? Ça marche bien en fait, ça tourne bien en production. On peut s'en servir en Python pour entraîner assez facilement nos modèles, mais après, ça peut tourner en ultra temps réel avec des temps de latence très très bas. Donc c'est assez pratique. Il y a différents wrappers en Java, C++, donc ça marche assez bien en production. Et on a optimisé un peu voilà, la recherche d'hyperparamètres, par exemple la taille de la fenêtre temporelle sur laquelle on calcule nos signaux, etc. pour voilà, trouver le meilleur compromis. On voulait vraiment optimiser à la fois notre capacité à détecter des proxys résidentiels, mais sans non plus classifier de manière erronée les IP étant utilisés par des humains. Sinon, on va se mettre à faire trop de faux positifs. Alors même si nous, après, on ne va pas juste bloquer une requête parce qu'elle vient d'une IP qui a été utilisée comme proxy, parce qu'il y a aussi des humains derrière ces IP, mais c'est quand même un signal sur lequel on a envie d'être confiant. Voilà, donc on a optimisé le modèle qui avait la meilleure AUC. Et donc, voilà, on avait un false positive rate de 2,59% avec un seuil à 0,9. Voilà, pour le détail. Donc le modèle tourne en production. Alors je vous donne des chiffres, en fait, on n'arrête pas, on essaye d'améliorer pour flaguer de plus en plus d'IP, être capable de les stocker et de les labeller en temps réel. Mais en gros, aujourd'hui, on est capable de flaguer environ 2 millions d'IP résidentiels par heure, enfin de les processer. Et donc on calcule en fait tous les signaux dont je vous parlais avant sur le nombre distinct d'user agents, le nombre distinct de sessions, etc. On le calcule en streaming avec Flink. Donc pas en batch, vraiment, c'est quelque chose qu'on calcule au fur et à mesure, qu'on store dans une base de données qui après est analysée par notre modèle ML qui lui va faire les inférences. Et donc en moyenne, on détecte environ 500 000 IP de proxy résidentiels par heure, dont certaines qui sont déjà connues. Et donc du coup, quand on reclassifie une adresse IP qu'on connaissait déjà, on va étendre en fait la durée pendant laquelle on la classifie comme étant relativement malicieuse. Ça nous permet en fait, comme on arrive à processer pas mal d'adresses IP, on a de la donnée assez fraîche, ça nous permet de ne pas la taguer trop longtemps, mais si on la revoit juste après, on va étendre en fait la période pendant laquelle on la considère malicieuse. Voilà, donc notre modèle de machine learning, donc par exemple, il nous permet de détecter 900 000 adresses IP appartenant à Comcast, 400 000 à AT&T, 250 000 à Orange, 250 000 à Verizon, etc. Donc en fait, ça nous permet, si on regarde les chiffres là versus ceux du début, en fait, on arrive vraiment à découvrir beaucoup plus d'adresses IP à un instant T, parce que là, c'est vraiment une photographie à un jour donné. C'est pas sur une grosse période. En fait, à un jour J, on arrive à détecter beaucoup d'adresses IP qui servent à router du trafic via des proxys, sans avoir à payer des milliers d'euros en fait en fournisseurs de proxy. Voilà, donc, du coup, en termes de conclusion, donc, on a fait une étude sur 11 mois, pendant laquelle on a pu collecter plus de 350 millions de traces de proxy résidentiels, en fait, à travers lesquelles on a pu router nos requêtes ou collecter des requêtes venant de fournisseurs de bot as a service. Et parmi ceux-là, on a pu détecter, par exemple, plus de 3 millions d'adresses IP résidentielles uniques aux États-Unis. Mais sur certains AS, ce qu'on a vu, c'est que plus de 10% des IP étaient à un instant T utilisés pour router du trafic bot. Et on a aussi vu qu'il y avait pas mal d'overlap en fait, entre les différents services. En utilisant des modèles ML, on peut en fait encore plus scaler ça. Alors nous, on l'a fait avec des données qu'on a. Tout le monde ne peut pas le faire parce on le fait parce qu'on a une vue globale du web. Mais voilà, en développant certains modèles de machine learning, peut-être que sur votre propre site ou application mobile, vous pouvez développer certaines approches qui vous permettent en fait de détecter plus d'adresses IP. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.